Je m'appelle Ariane Collin, je suis coordonnatrice du projet Avenir du christianisme social, un projet de 3 ans lancé par le Centre Justice et Foi qui inclut à travers une table de concertation des gens de plusieurs régions du Québec et qui a comme objectif, à travers la réflexion collective et l'action, de nourrir la vitalité de la mouvance sociale chrétienne au Québec. Alors, un des 3 volets de ce projet sur l'avenir du christianisme social, c'est la mémoire du christianisme, le site web Mémoire du christianisme social, qui est d'abord un site web. Frédéric, tu peux peut-être dans le chat donner le lien du site, mais un site web qui est destiné à aider une certaine, d'abord à conserver des archives de beaucoup d'organisations, d'initiatives qui ont fait partie de la richesse et de l'apport au Québec de la mouvance sociale chrétienne, mais non seulement de les conserver, mais de les mettre en valeur, d'en offrir un récit qui fait le lien avec la société d'aujourd'hui et ses enjeux. Et à travers ça, qui offre aux personnes plus jeunes ou aux personnes qui sont en marge de cette mouvance sociale chrétienne un espace pour découvrir ce qui s'y est fait, ce qui s'y est discuté. J'en profite au passage, ce site web fait partie du réseau des différentes encyclopédies de l'Agora. Donc, je salue l'équipe de l'Agora. Remerciements à Bernard Lebleu qui nous offre un soutien technique depuis le début de cette aventure-là. En plus de la publication de dossiers thématiques et de documents associés qui permettent de découvrir par différents chemins des trésors de la mouvance sociale chrétienne au Québec. Ce projet de mémoire, on voulait en faire une mémoire vivante et on veut qu'elle contribue à stimuler la conversation et la rencontre autour de grands enjeux qui ont mobilisé la mouvance sociale chrétienne. Alors, c'est une des raisons pourquoi on se retrouve ensemble ce soir. En 2020, exactement une année, il y a exactement une année, en décembre 2020, on faisait le lancement officiel du site Mémoire du christianisme social au Québec. Et cette année, on s'est dit, ben, que faire pour se redonner ce sentiment de rencontre de plein de personnes un peu partout qui ont des choses à dire et se donner peut-être le moyen de de vous partager les nouvelles découvertes, les choses qui ont été rajoutées sur ce site, mais aussi d'avoir une conversation ensemble qui peut-être irait un peu plus en profondeur sur un des thèmes. Alors on s'est dit, essayons donc, et ce sera peut-être le début d'une plus longue tradition, d'inviter les gens à un rendez-vous de la mémoire du christianisme social au Québec. Un petit temps pour vous partager où on en est, puis pour discuter. On a choisi, puis mon collègue Frédéric Barillot va vous en dire plus dans quelques minutes, on a choisi pour cette fois-ci le thème des luttes ouvrières et plus particulièrement l'héritage laissé par les prêtres ouvriers. Ce qui fait que on va entendre aujourd'hui Frédéric Barillot, qui est l'artisan de la mémoire du christianisme social. Frédéric Barillot, membre de l'équipe du Centre Justice et Foi, historien, érudit. C'est lui qui, d'abord, va vous faire un petit bilan des nouveautés dans ce site web et qui va ensuite nous proposer un récit. C'est très facile, il va avoir 15 minutes pour nous faire l'histoire des luttes ouvrières, de la mouvance sociale chrétienne et son implication dans les luttes ouvrières au Québec. Par la suite, on a avec nous, qui ont accepté notre invitation, Normand Comte, qui a fait toute sa carrière, une grande carrière à Développement épais, qui est actuellement chargé de programme à Développement épais, mais qui a aussi grandi dans dans un milieu où se trouvaient des personnes inspirantes comme Benoît Fortin. Alors, on lui a demandé de témoigner de son expérience d'avoir côtoyé ces personnes-là. Et par la suite, on va entendre un témoignage de Marie-Claude Rose, sociologue, membre fondatrice et coordonnatrice du Détour, qui est une épicerie collective située dans Pointe-Saint-Charles, un des trésors de Pointe-Saint-Charles,
qui vraiment est la façon dont c'est une des manières dont c'est vu en ce moment la prise en charge collective dans un des quartiers où des prêtres comme Hugo Benfante se sont investis pour la prise en charge populaire. Par la suite, on aura un temps pour des questions et commentaires et un petit moment après, pour ceux qui le souhaiteront, pour un temps informel. Parce que ce moment-ci, c'est aussi un rendez-vous. Moi, j'ai la chance de voir les visages, ça me fait plaisir. On espère que pour vous aussi, ce soit un petit moment pour se reconnecter au fait que toutes ces personnes s'intéressent à ces questions à travers le Québec, pour peut-être se souvenir de luttes vécues ensemble. Alors, ceux qui voudront rester après pour parler entre eux, l'espace sera ouvert. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, on aimerait commencer par se donner un petit 5 minutes juste pour vous permettre de vous reconnaître ou de vous présenter entre vous. Alors, ce qu'on va faire pour ça, c'est que Sylvain Bouchard de l'équipe du CGF qui fait le soutien technique ce soir va nous diviser au hasard en équipe de 5, en équipe de 4 pour un petit 5 minutes. Pas compliqué, juste le temps que vous puissiez voir d'un peu plus près quelques personnes qui sont là et vous présenter entre vous. Si vous vous connaissez pas, peut-être vous dire votre région, votre raison d'être là ce soir, si vous vous connaissez, de reprendre un petit peu contact. Donc, on se laisse pour un petit 5 minutes pour la prochaine heure et demie. Ce qui va se passer, Frédéric va nous faire d'abord un petit bilan de ce qu'il y a de nouveau dans la mémoire du christianisme social. Quelqu'un nous posait la question juste au Québec. Oui, pour ces enjeux-là n'ont pas été traités juste au Québec, mais le site qu'on a créé est destiné à présenter la mouvance sociale chrétienne au Québec. Donc, Frédéric va faire un petit bilan. Ensuite, il va se lancer dans son récit de ce qu'a apporté au Québec et ce qu'ont vécu et ce dont ont témoigné les prêtres ouvriers au Québec. Ensuite, on va donner la parole à Normand Comte et ensuite à Marie-Claude Rose. Je vais être la gestionnaire du temps. Alors, je vais vous faire jouer des petits oiseaux comme ça. Les petits oiseaux vont être le signe que le temps est fini. Et tout le monde sait comment poser une... Pour poser des questions, j'attire votre attention sur une des personnes participantes qui s'appelle Question pour les panélistes. Alors, si vous avez une question que vous aimeriez poser, à tout moment pendant les présentations, je vous invite à aller dans le chat. C'est la petite bulle qui ressemble à une bulle de bande dessinée. Dans ce chat-là, vous allez écrire, diriger un message direct à Question pour les panélistes et écrire votre question. Ma collègue Elodie, qui est derrière ce titre-là, va rassembler toutes les questions et on va les aborder à la fin du panel. Ça va tout le monde? Alors, Frédéric, je te passe la parole pour un bilan de où on en est après un an de mémoire du christianisme social au Québec. Bien, bonsoir tout le monde. Je suis extrêmement, extrêmement heureux de vous retrouver ou de vous rencontrer pour la première fois. Je ne sais trop qui y était l'an passé. Donc, l'an dernier, ceux qui y étaient savaient que donc on avait lancé les choses en grand avec 4 dossiers qui couvraient les luttes ouvrières, qui couvraient les luttes écologistes, qui couvraient les engagements féministes et qui couvraient donc les engagements en solidarité internationale. À cela s'étaient ajoutés donc nos 4 fiches thématiques des archives qui nous avaient été léguées, donc les Journées sociales du Québec, l'entraide missionnaire, le webzine Sentier de foi et enfin le réseau des forums Andréno.
plus une toute première fiche témoin, donc, qui était celle de Monseigneur Raymond Lavoie, donc, dans le quartier Saint-Roch à Québec. Donc, c'est de là qu'on est parti. On a fait jachère pendant un mois, le temps de retomber sur nos pattes, et dès février, on s'y est remis en chantier assez rapidement. Donc, on a commencé avec le 8 mars. J'ai eu l'immense privilège d'interviewer celle que j'aime appeler ma grand-mère spirituelle, donc Gisèle Turcot. Donc, on a fait une première fiche témoin qu'on a pu mettre en ligne comme ça le 8 mars dernier pour la Journée internationale pour les droits des femmes. Et en fait, 3 jours plus tard, belle invitation du réseau des répondantes diocésaines à la condition des femmes, donc où on est revenu donc, sur les différents engagements féministes et de Gisèle, mais aussi de tout, donc le membre, tous les réseaux. Donc, 40 ans quand même de présence féministe en Église. Par ailleurs, ça ressort assez fortement. Je dirais que ça a beaucoup, beaucoup bougé cette année à ce propos-là. Donc, on a des discussions en cours, en fait, en ce moment même avec donc une ancienne étudiante de Madame Denise Veillette. Donc, on est à planifier la numérisation donc, de tous les tomes qui ont été publiés à ce jour donc, sur l'histoire du réseau pour pouvoir les intégrer au site. Donc, ça avance tranquillement, mais ça avance. Parlant de lutte féministe, j'attire votre attention sur le plus récent numéro de l'Autre Parole, donc, qui célèbre par ailleurs son 45e anniversaire cette année. C'est drôle parce qu'il y a 26 ans de cela, l'historienne Micheline Dumont demandait: les religieuses sont-elles féministes? Une évidence, diront certains dans la salle. Donc, je pense que la collective L'Autre Parole y répond vraiment avec une affirmative. Donc, je vous invite fortement à consulter ce nouveau dossier-là qui est vraiment une excellente contribution. Tiens, tandis qu'on parle donc de féminisme chrétien, je salue aussi donc une belle initiative du département des sciences des religions de l'UQAM, où j'ai moi-même sévi pendant quelques années comme chargé de cours, d'avoir organisé en fait un colloque cet automne, pas cet automne, ce printemps, au mois d'avril ou mai, je ne me souviens plus, sur les luttes féministes chrétiennes, juives et musulmanes, et surtout, hein, coup de génie d'avoir nommé ce colloque maintenant annuel Anita Caron. Donc, cette pionnière de l'analyse féministe et des rapports de pouvoir dans l'Église catholique. Puisqu'on parle de l'UQAM, on peut vous annoncer maintenant qu'on est en discussion avec le service aux collectivités de l'UQAM pour un projet en cours autour de ce petit livre vert qui n'a pas toujours été vert. Donc, on prépare un projet, en fait, qui s'intéressera à Paulo Freire au Québec, c'est-à-dire vraiment l'impact de la pédagogie des opprimés, donc sur ces connivences, je dirais, entre la mouvance sociale chrétienne et tout le mouvement communautaire autonome qui commence à émerger. Donc, c'est en cours d'élaboration. Saut de quelques mois, en avril-mai, on a organisé un événement intergénérationnel donc sur la solidarité internationale. Et dans ce cadre-là, on s'est mis à jour. Donc, on n'avait pas encore pu intégrer les cahiers de congrès de l'entraide missionnaire. Donc, ceux de 2008 à 2014 sont maintenant en ligne. Et Suzanne Loisel, qui est dans la salle, ça s'en vient celui de 2015, ma chère Suzanne. Ça va venir, ça va venir. Qui était vraiment cet ultime congrès, rappelez-vous, hein, donc sur les luttes pour les droits des femmes dans le monde. On est également en discussion avec le professeur Maurice Demers de l'Université de Sherbrooke qui travaille depuis quelques années sur les engagements sociopolitiques des missionnaires québécois, vient de mettre en ligne au printemps, si je ne m'abuse, donc un site où il y a d'excellentes vidéos avec plusieurs personnes d'ailleurs ici présentes qu'on peut voir dans ces vidéos-là. Donc, on est en discussion pour tâcher d'intégrer ça également donc, à notre dossier sur les solidarités internationales. On aurait aimé souligner le 100e anniversaire de la Société des missions étrangères, mais disons-le crûment, on a tout simplement manqué de temps, mais ça viendra, ça également. Saut, encore une fois, dans le temps, et c'est vraiment ce qui va être le cœur de notre rencontre ce soir. Vous savez quand même que Hugo Benfante, le premier prêtre ouvrier de l'histoire du Québec, donc, est décédé
le 15 janvier dernier à l'âge de 85 ans. Donc, ça nous a donné l'idée, c'était même avant même que vraiment qu'on ait les premiers indices qu'un magnifique documentaire sur la présence des fils à Pointe-Saint-Charles se préparait. Donc, on a déjà eu l'intuition vraiment que donc cette question, cette présence prophétique des prêtres ouvriers, mais on en reparlera plus tard aussi, des religieuses ouvrières, parce qu'il y en a eu beaucoup plus qu'on on en entend souvent parler. Donc, on a eu vraiment cette intuition forte, donc de devoir travailler cette question-là. Donc, on visait le 1er mai, mais finalement, faute de temps, on s'est rabattu sur la fête du travail. Donc, coup sur coup, on a publié donc, une fiche témoin à la mémoire d'Ugo Benfante, suivie d'un quand même assez consistant dossier donc, sur donc, l'expérience des prêtres ouvriers au Québec, mais évidemment en faisant sa genèse, donc reprendre un peu la question qui a été posée d'entrée de jeu. Donc, c'est une histoire qui est, je dirais, le nouveau mot à la mode, c'est vraiment local, hein? C'est-à-dire que les luttes sont locales, mais bien sûr, les influences, elles, peuvent être et sont massivement globales, évidemment. Donc, c'est un peu de faire cette jonction entre le local et le global. Donc, avant d'aller plus loin, donc, je nous inviterai peut-être à un petit moment de silence, justement, à la mémoire d'Ugo Benfante, qui est décédé, on disait, donc, le 15 janvier dernier, à l'âge de 85 ans. Donc, pour celles et ceux qui n'auraient pas connu Ugo, je fais partie de ces personnes qui, malheureusement, ne l'ont pas connu personnellement, mais par son immense réputation. Donc, prêtre ouvrier, syndicaliste et militant socio-communautaire, il a incarné avec force, avec conviction et avec radicalité l'option préférentielle pour les pauvres et aussi cette amitié indéfectible à ce qu'on appelle vraiment l'Église d'en bas, celle des sans-voix, des sans-grades, des oubliés et des exclus, auquel il a justement donné une voix en voyant en elles et en eux ce qu'il y a de plus noble et de plus puissant, et en leur donnant la première place et la capacité d'agir collectivement avec d'autres et pour les autres. Je vais vous lire un extrait d'une entrevue qu'il accordait à la journaliste Martine Letarte en 2004. Il avait à ce moment-là 69 ans. Lorsqu'on parle de l'appauvrissement, je ne suis pas certain qu'on sait vraiment de ce que ça signifie dans la réalité. Le problème de la pauvreté, on ne veut pas le voir. Quand on pense à la pauvreté, on pense souvent à la pauvreté des familles. Mais je dirais que la pauvreté aujourd'hui, elle est plus difficile à vivre pour les gens seuls. Et c'est la majorité des hommes et des femmes seuls qui ne sont pas à la retraite. Je trouve que la pauvreté est loin d'avoir reculé. La pauvreté isole les gens. D'ailleurs, on ne parle plus de pauvres, on parle des exclus. C'est grave, ça. Ça veut dire que les gens deviennent hors société à cause de la pauvreté. Ça me fait terriblement mal de voir ça. Je ne vois pas de lueur d'espoir. Les gens sont désespérés, ils ne croient plus qu'ils peuvent s'en sortir en raison du contexte. Il y a beaucoup de démobilisation. Il y a une rupture dans notre société entre les riches et les pauvres. Même notre classe moyenne est divisée en deux. Il y a ceux qui ont dégringolé pour rejoindre les plus pauvres et ceux qui arrivent à s'enrichir. Donc, tout en disant cela, ceux qui ont connu Ugo savent vraiment comment il a consacré vraiment toute son existence en faveur vraiment de l'empowerment populaire que rendent possible justement les organismes communautaires dont il a été lui-même si proche tout au long de sa vie, particulièrement, mais donc vraiment encore plus lors de son passage dans Villeray.
Par ailleurs, j'attire votre attention, il y a une lettre ouverte qui a circulé aujourd'hui, hein, où donc les organismes communautaires crient vraiment, crient un énorme cri du cœur pour déplorer vraiment le sous-financement chronique avec lesquels ils composent et aussi une démobilisation. OK! C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est toujours là, je ne vous ai pas assommé encore? Donc, on va commencer par une mise en place, si vous me permettez bien. Donc, par ailleurs, je commencerai, il y a quelque chose d'un peu paradoxal de tenir ce webinaire aujourd'hui. Non pas parce que c'est 1 an jour pour jour de notre rendez-vous de l'an dernier, mais parce que c'est la fête de l'Immaculée Conception, hein, la fête des séminaristes des collèges des universités catholiques, mesdames et messieurs. Et plus encore, hein, parce qu'il est tombé une belle neige blanche et immaculée. Pourquoi je vous dis ça? Parce que rien n'est plus éloigné de cette vision du sacerdoce que celle qui a été portée par Ugo Benfante et tous ses confrères prêtres ouvriers, qui, comme très fiers d'être des prêtres aux mains sales, justement. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être faire un petit vox pop ici. En mettant le petit thumbs up, le petit pouce, peut-être m'indiquer à l'écran qui a vu le film Les Fils de Manon Cousin cet été. Ah, beaucoup quand même. Beaucoup, 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 beaucoup. J'en suis agréablement surpris, mais ça va me permettre quand même de faire une espèce de petite mise en contexte un peu pour situer un peu de quoi l'on parle. Par ailleurs, mes collègues de la revue Relations viennent tout juste de publier ma recension de cet excellent documentaire que j'ai adoré, hein, je vais le dire d'entrée de jeu. Donc, et c'est quand même assez significatif que ce numéro-là porte sur les jeunes et l'exclusion. C'est quelque chose qui a été au cœur vraiment de l'engagement de nombre de prêtres ouvriers, mais aussi de sœurs ouvrières et aussi de laïcs ouvriers engagés, eux aussi donc, dans ces luttes. Donc, c'est cette question-là de l'exclusion sociale. Tout ça coïncide vraiment avec la publication donc d'une prise de position quand même extrêmement forte de mes collègues, camarades en fait du collectif Franc-Québec sans pauvreté, mais aussi plusieurs organisations syndicales et sociales qui revendiquent en fait une hausse du salaire minimum à 18 de l'heure, donc qui est vue comme l'une des seules manières de s'attaquer vraiment à la pauvreté, parmi d'autres, mais vraiment un des leviers qui pourrait être mobilisé vraiment pour lutter contre cette pauvreté. Donc, avant de céder la parole, je le disais donc à mes copanélistes, peut-être brosser une vue d'ensemble de l'expérience des prêtres ouvriers au Québec. Mais d'abord, de quoi on parle lorsqu'on dit prêtre ouvrier? On dit prêtre, mais aussi donc religieux, mais aussi des religieuses, y reviendrai, hein, qui ont fait ce choix de travailler en usine pour incarner en parole et en acte cette radicalité de l'Évangile. Donc, qui font souvent le choix de quitter couvent, presbytère pour vivre en milieu populaire, dans de modestes appartements, en vivant pauvrement, sur la base de leur seul salaire d'ouvrier. Le mouvement est apparu en fait dans les années 40 en France, après que 2 confrères prêtres aient essentiellement présenté la France comme un pays de mission. Pourquoi? Parce que vraiment un fossé devenu quasi infranchissable entre l'Église catholique et la classe ouvrière. Donc, c'est vraiment en réponse à ce désir vraiment de combler ce fossé, donc être davantage présent auprès de la classe ouvrière que va être lancée cette expérience des prêtres ouvriers. Ce qui m'amène à parler des Fils de la Charité, donc, qui a été fondé par ailleurs donc, au lendemain de la Première Guerre mondiale et qui se consacre en fait prioritairement dès cette époque donc, à la pastorale en milieu ouvrier, particulièrement dans ce qu'on appelait les banlieues rouges de Paris, c'est-à-dire les faubourgs ouvriers
dont les citoyens votaient déjà massivement pour le Parti communiste français à l'époque. Donc, ces prêtres-là travaillent en usine, travaillent dans les entrepôts portuaires, s'engagent aussi dans les syndicats en privilégiant les syndicats non pas chrétiens, confessionnels, mais plutôt les syndicats où se trouve déjà la masse de la classe ouvrière, c'est-à-dire en France, la CGT. Des syndicats qui sont d'ailleurs assez proches du Parti communiste français. Roulement de tambour, vous vous imaginez ce qui s'en vient, hein? Cette proximité avec les communistes, on est quand même dans les années 50, hein? Quand Duplessis voyait des communistes partout. Donc, à la même époque, bien entendu, donc, le pape Pie XII va tout simplement interdire aux prêtres de travailler en usine et donc de s'engager dans la lutte syndicale. Pourquoi? Parce qu'il craignait une contamination par les idées communistes. La théologie de la libération avant la lettre, ça, mesdames et messieurs. Donc, l'immense majorité d'entre eux vont effectivement quitter leur usine. Il y a une infime minorité qui va défier Rome. Fort heureusement, dirais-je, donc le Concile Vatican II et l'arrivée aussi de la théologie de la libération vont complètement changer la donne. Non seulement ça redevient possible au clergé de travailler en usine, mais plusieurs d'entre eux et d'entre elles, j'y reviendrai donc, vont y voir une exigence fondamentale de l'évangélisation. Au Québec, qu'est-ce que ça a comme impact? Mais ça a un impact, ce que moi je qualifierais vraiment une ruée vers les quartiers ouvriers. C'est qu'à l'heure du Concile, de la Révolution tranquille et de l'effervescence sociale des années 60-70, un grand nombre de prêtres séculiers, de membres de communautés religieuses cherchent à s'insérer en milieu ouvrier et à être solidaires des luttes syndicales et politiques des milieux populaires. Même des chanoines comme Jacques Grandmaison, ceux qui ont suivi l'aventure de Tricophile, est un exemple entre mille vraiment. Donc, cette usine textile autogérée donc, de Saint-Jérôme. Donc, le documentaire de Manon Cousin a vraiment magnifiquement mis en lumière le cas des Fils de la Charité dans Pointe-Saint-Charles. Sauf que ce n'est que la pointe de l'iceberg. Mais aussi des religieuses de diverses communautés ont fait ce choix. Des jésuites comme Jacques Couture et Rosaire Tremblay dans Saint-Henri, des oblats comme Guy Boulanger et au Chili et plus tard au Québec, des prêtres des missions étrangères, hein, comme mon collègue Jacques Grenier, des petites sœurs de l'Assomption comme Marie-Paul Lebrun et combien d'autres encore. Le travail en usine va s'accompagner bientôt d'un engagement syndical. C'est le cas justement d'Hugo Benfante, qui se fait engager comme manœuvre à l'usine de Matthias Simmons de Saint-Henri et qui est bientôt élu à la présidence du local syndical, donc de l'Union internationale des rembourreurs affiliée à la FTQ. Et c'est à ce titre-là, justement, qu'il va prendre part aux grèves de 1976 et de 1978. Ses confrères Guy Cousin et Normand Guimond seront eux aussi engagés dans diverses luttes syndicales, même s'il quitte la vie religieuse avant, parce qu'il a trouvé l'amour de sa vie à l'usine, à Chope. Normand Guimond ne va pas renoncer à l'engagement syndical. Hein. Ceux qui ont vu le film hein, aussi, maintenant qu'il a mené une brillante carrière de syndicaliste à la FTQ. Donc, cette connivence avec les ouvriers, dis-je bien, va bien au-delà de l'usine et du local syndical. Hein. Comme ils vivent sobrement en milieu ouvrier, ils partagent fréquemment des repas avec leurs camarades de shop, qui sont souvent aussi des voisins de palier dans les blocs à appartements où ils vivent. Ce qui fait en sorte que ça va donner ce pain rompu, partagé de manière fraternelle, ça donne une dimension quasi eucharistique, je dirais vraiment, à ce repas et vraiment cette expérience partagée. Par ailleurs, bon nombre de ces prêtres-là et de ces religieuses et religieux donc, sont passés par les mouvements d'action catholique ouvrière. Ça leur permet évidemment de mettre en application la pédagogie du voir, juger, agir, qui se conjugue bientôt avec ce petit livre vert dont j'ai parlé tout à l'heure, La pédagogie des opprimés, donc de Paulo Freire. Si bien que l'analyse sociale marxiste et la théologie de la libération va vraiment être diffusée quand même assez largement dans des revues comme Prêtre et laïque, dans des revues comme Vie ouvrière, mais aussi dans la revue Relations. Donc, on voit vraiment cette réflexion. Et de cette réflexion-là, on passe évidemment à l'action. Donc,
lutte syndicale, évidemment, mais aussi les luttes sociales et communautaires à l'échelle locale, hein, au nom du principe de la subsidiarité, donc de donner à la communauté locale les outils pour vraiment, des outils d'empowerment littéralement populaire et d'autonomie collective. Dans le cas de Pointe-Saint-Charles, on le voit très bien. Je lisais un article de Claude Julien, donc de 1973, où il montre très bien que la frontière entre l'Église et le parvis, la communauté chrétienne et la communauté ouvrière était totalement floue. C'est dans l'Église paroissiale que se réunissaient les comités de citoyens qui se forment à ce moment-là et qui réunissaient à la fois ouvriers, chômeurs, personnes assistées sociales. Et c'est de là vraiment aussi que tout un panier vraiment d'organismes communautaires vont se mettre en place. Les plus élémentaires, comme des comités de défense, par exemple, des locataires. Bientôt, par exemple, ce sera le carrefour d'éducation populaire qui s'installe dans une école désaffectée de la CECM à l'époque, à la clinique communautaire et à la pharmacie communautaire qui va s'installer d'abord dans le presbytère que les fils ont eux-mêmes déserté pour vivre encore mieux leur insertion en milieu populaire. Et aussi où d'autres communautés religieuses vont être présentes. Christiane Sibiote, l'auxiliatrice, par exemple, qui va passer une bonne partie de sa carrière comme pharmacienne, donc à la pharmacie communautaire. Donc, c'est vraiment de ce vivier-là, Marie-Claude en parlera tout à l'heure beaucoup mieux que moi, donc c'est encore aujourd'hui, ces organismes communautaires-là sont des fleurons du mouvement communautaire autonome au Québec. Je conclurai en disant que ces engagements communautaires-là aussi débordent assez souvent le cadre purement local. On va trouver nombre de ces prêtres et religieuses ouvrières au sein du réseau des politiciens chrétiens et bientôt autour du Parti socialiste du Québec. De même manière que le jésuite Jacques Couture, par exemple, est passé du travail comme prêtre ouvrier à organisateur communautaire dans Saint-Henri, d'abord à l'échelle de la paroisse, bientôt à l'échelle de tout l'arrondissement, à candidat à la mairie de Montréal et bientôt député péquiste, ministre du Travail et ministre de l'Immigration du Québec dans le gouvernement de René Lévesque. Donc, on voit comment vraiment, à la fois du global au local et du local au global, comment tout ça vraiment est étroitement entremêlé. Je vais m'arrêter là pour l'instant. On reparlera tout à l'heure de Pointe-Saint-Charles avec Marie-Claude Rose, coordonnatrice et membre fondatrice de l'épicerie autogérée de Détour. Mais avant de céder la parole à Normand Comte, chargé de programme chez Développement et Paix, et qui va nous parler donc du capucin, prêtre ouvrier et militant social Benoît Fortin. Peut-être quelques mots rapides pour une partie de notre auditoire, je ne sais pas de quoi. Donc, peut-être quelques mots rapides donc, sur les capucins pour ceux qui ne connaîtraient pas cette famille spirituelle. Donc, c'est une branche, en fait, de la famille spirituelle franciscaine qui porte une bure, une robe qui est brun, un peu plus pâle que celle de leurs confrères franciscains. Hein, couleur café crème, et ça a donné d'ailleurs son nom à une sorte de café, le cappuccino. Donc, en fait, la branche, je dirais, la branche franciscaine, après la mort de Saint François, on peut dire vraiment qu'il y a deux rameaux qui émergent. Donc, les franciscains, en fait, vont délaisser progressivement la prédication en milieu populaire pour le travail intellectuel dans les collèges et les universités. Petit clin d'œil cinématographique ici, pensez au personnage de Sean Connery là, dans le film Le nom de la rose. Il y a une deuxième branche donc, de la famille franciscaine qui va rester plus proche des milieux populaires et des dévotions populaires, comme la fameuse dévotion à Saint-Antoine de Padoue. Hein, et c'est la famille donc capucine, ou enfin, et ses ancêtres au Moyen Âge et à l'époque moderne. Donc, c'est à cette communauté religieuse-là qu'appartenait le Gaspésien Guy Cousin qui va bientôt se joindre aux Fils de la Charité. Donc, il y a vraiment un lien très, 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 très fort ici entre nos prêtres ouvriers et c'est aussi à cette communauté-là que va se joindre Benoît Fortin, donc en 1958, qui va un peu travailler en milieu de l'éducation pendant quelques années, mais à partir de 1973, je ne veux pas anticiper sur ce que va dire Normand, mais donc qui va vraiment
foncer toute tête vers l'avant, donc dans la pastorale sociale et la lutte syndicale. Hein. Donc, à l'hôtel Hilton de Québec, dans un premier temps, au point d'être littéralement congédié par son employeur. Puis, il va rester comme ça dans l'action syndicale, donc toujours dans le domaine de l'hôtellerie, à l'Auberge des gouverneurs, puis à l'Hôtel Méridien de Montréal. Jusqu'à son départ vers Gatineau, et c'est là où notre invité Normand Comte l'a côtoyé et va nous parler vraiment de l'homme tel qu'il l'a connu et de ses engagements. C'est mon tour? Oui! Mon Dieu, tu as presque tout dit. J'étais pour aller prendre mon café, là. Parce que mon premier contact avec Benoît Fortin, je dois dire qu'avant d'arriver à Développement épais, j'ai été à la JOC, dans les mouvements d'Action catholique. Je suis arrivé à la JOC en 1979. Et déjà, mes premiers contacts avec les Capucins ont commencé avec Pierre Viau, avec Claude Hardy, que plusieurs connaissent. Mon initiation à l'action ouvrière, vraiment à des actions qu'on croyait seulement dans les faits, on les a connus quand on avait nos formations, on appelait ça la Joc nationale, à la Maison nationale à Décory, à Montréal. Et l'exemple qui m'avait aidé la plus, je vois Marcel Lebel à côté en train d'ajuster sa caméra. Salut Marcel. Il y a beaucoup de visages que je connais ce soir. Je vous salue tous. La première fois que j'ai entendu parler de Benoît Fortin, on croyait que c'était un mythe ou quelque chose qu'on ne pouvait pas faire, que ça n'arrivait pas. Je me souviens qu'à ce moment-là, que Pierre Viau nous dit « Oui, moi j'ai un confrère, un frère capucin, qui y croit? » Pourquoi il nous parlait de ça? Parce qu'on était quand même fin 79, 80, 81, 82. Alors moi, j'arrive à la JOC comme jeune travailleur, sans emploi, dans un contexte socio-économique vraiment difficile. Les taux d'intérêt qui ont été jusqu'à 21 %, le chômage qui a atteint jusqu'à des 12 % en 82. Donc, on était dans une JOC un peu... les animateurs avaient beau faire beaucoup de choses pour nous apporter de l'espérance, mais c'était un peu difficile. Et je me souviens à un moment donné, Pierre qui nous parle de Benoît Fortin. Il nous parle de son travail, sa militance syndicale à l'Hôtel Hilton. Et là, il commence à rentrer dans des détails qui vont nous donner le droit après à avoir une petite rencontre avec Benoît Fortin, mais des détails où, pour pouvoir aller faire ses rencontres médicales, du moment où... Parce qu'il faut voir que lui, comme prêtre ouvrier, parce qu'il a commencé en 1973 à Québec, il a travaillé avec des mouvements scoutistes, il a travaillé beaucoup avec la question des jeunes, mais lui, quand il est arrivé à Hilton, ça n'a pas de bon sens d'avoir un syndicat comme ça, un syndicat américain qui ne respecte pas vraiment nos droits, qui est beaucoup plus assis avec le patron qu'avec les employés pour écouter c'est quoi les problèmes qu'on vit à l'hôtel. Il avait décidé de faire du maraudage pour entrer un nouveau syndicat. Et il avait choisi un syndicat très sain, pas trop engagé. Il avait choisi la CSN. Pour vous dire qu'il avait fait dans sa lecture que la CSN allait être le syndicat. Alors nous, on a entendu parler de lui quand il allait faire ses rencontres, quand il a été mis à pied, parce qu'il a perdu son emploi avec sa militante syndicale. Il devait aller à l'hôtel, puis sortir, puis une des fois qui était la plus marquante pour nous, puis ça va avec la personnalité de Benoît aussi, parce que c'est un gars assez humoristique qui aimait beaucoup faire des plaisanteries. Puis il y avait c'était un pain sans rire, mais il aimait l'humour. Il nous contait comment il avait rentré à l'hôtel une fois dans un panier de linge sale, puis qui était ressorti par le même panier parce que c'était impossible pour lui. Il était surveillé de l'extérieur parce que c'est justement ces personnes-là de ce syndicat américain-là qui voulaient, parce qu'il avait été mis à pied, puis il ne comprenait pas parce qu'il continuait son travail de sensibilisation, d'éducation, il voulait un peu lui foutre une bonne raclée. Ça ne l'a jamais empêché. C'est venu nous donner des exemples comme Benoît Fortin au début, c'est venu nous donner des exemples que, OK, oui, il y a une situation difficile, il y a du chômage, mais on peut toujours essayer d'améliorer nos conditions, puis s'impliquer, s'engager. Moi, ça m'a en tout cas inspiré à l'époque, quand j'ai travaillé, rapidement, j'ai travaillé dans les années 81 au Saint-Hubert Barbecue.
de là, ça m'était inspiré de dire, bon, ben moi, qu'est-ce que je vais faire au Saint-Hubert? Je vais syndiquer le Saint-Hubert, c'est la première franchise, puis il faut qu'on fasse quelque chose. Les patrons sont injustes, on n'a pas le droit de prendre une frite quand on passe. Il y a plein de choses qui étaient injustes. Puis moi, je me souviens d'avoir dit, puis les gens de la JOC à l'époque disaient, puis Pierre Viau, mets le syndicat dans cette boîte-là, la première franchise, ça va être le fun, puis tu vas avoir du plaisir. Puis bon, c'est sûr que Benoît Fortin est derrière cette aspiration-là syndicale. C'est le premier syndicaliste vraiment qui m'avait parlé, avec qui on avait eu une discussion, un échange. Après, on entend parler de Benoît, mais toujours par des histoires à travers les OME de la GOC. Et je suis arrivé, bon, j'ai fait mon expérience GOC, GOC diocésaine, nationale, puis j'ai été jusqu'à l'international, où j'ai eu la chance de travailler un peu plus près avec Pierre Viau. Pierre Viau, qui, soit dit en passant, avait beaucoup d'admiration pour Benoît Fortin. C'était pas qu'il n'a pas aimé les autres, il y en a eu beaucoup dans Capucins. On peut parler de Jacques, on peut parler de Louis, on peut parler de plein de monde, mais Benoît Fortin était là pour ramener un peu, puis claquer ses doigts de Pierre Viau à l'occasion quand il y avait des moments un peu où il venait le décourager. Benoît Fortin a toujours été dans... Alors, Pierre Viau m'a ramené beaucoup à cette expérience-là avec Benoît Fortin qu'on avait. Jusqu'au moment où j'arrive à la GOC excusez-moi, j'arrive à Développement et Paix, je travaille, j'ai connu plein de monde intéressant. Je voyais Raymond Levac aussi qui a su me fouetter par moments, me mettre à l'ordre. Où il arrive une situation de restructuration, puis je décide d'aller travailler en Outaouais. Et là, nos chemins se sont recroisés avec Benoît Fortin. Premièrement, c'était une personne avec qui j'ai pu, dès le départ, communiquer, prendre contact. Bien sûr, il y avait Guy Fortier qui était là encore, qui n'était pas arrivé du côté de Montréal. Mais Benoît Fortin était vraiment la personne qui représentait pour moi dans la région le Capucin avec lesquels j'avais un peu grandi, évolué à la GOC, puis avec qui je savais que je pouvais aller m'asseoir, puis aller parler un peu de tout, aller parler de mes peurs aussi, parce que je venais de commencer à Développement et Paix, j'étais pas si avec beaucoup d'expérience dans le domaine du développement international. Et je remplaçais quand même, on parle de prêtre très engagé socialement, Michel Lacroix, qui était plus de 28 ans, je crois, 25 ans à Développement et Paix. Donc, Benoît Fortin était là pour toujours jouer ce rôle-là d'écoute, une grande écoute, vraiment là, une personne qui pouvait, si j'avais parlé pendant 15 minutes, il était là, jamais il m'a interrompu, puis il écoutait, puis souvent à la fin, il arrivait avec une petite joke avec un pain sans rire, c'est-à-dire c'est juste ça, tu vas me dire, ou quelque chose comme ça. Il y avait toujours le moyen de venir nous relancer, puis de nous remettre sur les rails un peu. Je ne veux pas en train de dire que j'étais un gars qui a tout été à côté des rails, mais c'était le gars qui venait nous motiver à poursuivre notre engagement comme chrétien. Rappelez ça aussi. Je me souviens un des thèmes que j'avais vécu quand je suis arrivé un peu du côté de l'Outaouais, parce que moi, comme responsable de Développement et Paix, une des choses que je m'étais dit, puis que j'avais été inspiré par les Capucins ici, c'est bon que tu aies ton travail dans Développement et Paix, mais n'oublie pas qu'il faut toujours que tu aies un engagement à côté. Ton engagement doit se poursuivre. Et je me souviens, à l'Outaouais, j'ai passé par Action Santé Outaouais, j'ai passé par le CAF, le Centre d'animation familiale. Je voyais Nicole Bernier tantôt qui était prêt, en tout cas, qui connaissait tout ce mouvement-là. Je me souviens d'une question qui m'est revenue me hanter à ce moment-là par mon travail, surtout avec le projet du Québec sans pauvreté. Parce que j'avais travaillé à la mise sur pied à Montréal avec le CPMO sur ce projet-là. Et là, on m'avait lancé le défi de travailler ça avec Guy Boulanger, entre autres, que Frédéric a parlé tantôt. Et je me souviens d'avoir frappé quelques murs quand j'ai essayé d'aller chercher des gens du monde syndical pour embarquer dans ce projet-là. Des gens de la FTQ, des gens de la CEQ, à ce moment-là, c'était la CEQ. Et puis, j'avais été voir Benoît bien découragé. J'ai dit, là, il y a quelque chose qui revient, là. Je comprends pas. Là, une des choses qui me
qui me tape royalement sur les nerfs. Quand je suis avec les chrétiens, certains chrétiens plus traditionnels du milieu paroissial me laissent entendre que je suis un peu communiste et barre, que je suis trop de gauche. Ils n'aiment pas mes opinions. Quand je vais du monde syndical, on reproche d'être trop chrétien. La première affaire qu'il me dit, ah oui, je sais, je connais ça, il dit, mais laisse-le aller, laisse-le aller. Il dit, il y a toujours des grands, puis son humour, hein, il y a toujours des grands tarlets qui vont essayer de te rabaisser. Toi, continue ton chemin, fais ce que tu penses qui est le mieux, puis continue ce que ta foi te dit. Et ça, c'est rare qu'on avait ce genre de discours-là avec Benoît Fortin, parce que c'était un gars quand même en public qui parlait surtout avec un langage plus militant. Il mettait l'Église de côté, et quand il parlait d'Église, c'était pour parler des luttes ouvrières, l'importance de s'engager. Toujours est-il que Benoît Côté, je l'ai connu dans différents endroits, mais je l'ai connu beaucoup à la Trouvette, parce qu'il s'impliquait beaucoup à la Trouvette, parce qu'il était président, le premier président de Mon Chez Nous. Mon Chez Nous, qui était une organisation pour donner l'accès à du logement populaire, du logement accessible pour les personnes ou presque en voie d'itinérance ou des personnes avec certains problèmes de santé ou d'invalidité d'handicap qui faisaient que c'était difficile pour eux d'être intégrés socialement. Il a travaillé là, il a été longtemps à Mon Chez Nous. Et lui, il venait à Trouvette pour parler de son engagement avec Mon Chez Nous. Il se retrouvait avec plein de monde là-bas qui n'étaient pas nécessairement des chrétiens. Hein. La Trouvette, Guy Fortier pourrait le témoigner, il y avait du monde de gauche là-dedans qui ne voulait rien savoir des chrétiens. Là. On parle des Bill Clinette, on parle par la suite Vincent Grissom qui est arrivé, on parle François Roy qui du Logement Occupe, qui a toujours été un gars très, très à terre, puis la question de l'Église, pour lui, il mettait ça de côté. Gilles André Paquin de la CEF d'Outaouais était aussi un gars très pragmatique, un gars qui venait du milieu universitaire, puis lui, c'était les droits. Puis, mais François, Benoît Fortin a vraiment réussi à ramener, en tout cas, à ramener ce monde-là à des valeurs auxquelles ils ont dit, c'est ça que tu as fait, tu penses comme nous autres, tu es comme, tu sais, dans ces questions, il était bon à la trouver, puis je me souviens, parce qu'il mettait sur une lunette un peu de chrétien engagé, et quand les gens allaient trop loin, quand on préparait une manifestation, puis quand des idées un peu radicales sortaient, entre autres, on en a connu des radicaux, on a connu des Bill Clinette qui étaient se faire frapper, qui étaient se faire cogner la figure par Jean Chrétien, on l'a connu quand il était tiré des ballons de peinture rouge sur le Parlement, plein de choses comme ça. Et lui, il était bon pour s'asseoir à table. Tu parles d'une idée que tu as eue, toi. Mais là, il ramenait, maintenant, ça va être quoi l'essentiel? C'est quoi on va apporter le message dans notre marche qu'on est en train d'organiser? Il ramenait beaucoup de monde pas pour les rasseoir, mais pour les emmener à toujours remettre au cœur de l'engagement cette question pour l'option préférentielle pour les plus pauvres, pour les gens pour qui on est là? Est-ce qu'on est là pour aller se faire valoir puis aller tirer des ballons? Il y avait dit ça à un moment donné, je me suis dit, Bill Clinette savait plus quel. Puis il avait pris un petit coup ce soir-là. Bill Clinette, il m'a sorti au Rignon, un petit verre dans le nez. Il l'avait ramassé pour dire, pour qui on est là? Il nous ramenait toujours là-dessus. Pour qui on est engagé? Et là, c'est sûr que Benoît avait passé aussi par les œuvres Isidore Ostigui. Il a été gros impliqué dans le logement social. Donc, Benoît a toujours eu ce rôle-là. Et c'était aussi pour moi la personne à l'occasion de me rendre chez lui, d'aller prendre un petit repas à la maison des Capucins. Il est venu à la maison aussi. Donc, c'était vraiment la personne avec qui je me disais, OK, on peut aussi être chrétien, pas avoir peur de parler de ça, puis aller s'asseoir avec ces gens-là. Ça a vraiment ouvert, ça a vraiment permis, en tout cas en Outaouais, de former des gens, en tout cas d'amener des gens plus critiques par rapport à cette question d'Église-là, plus de gauche, progressiste, à s'engager puis à travailler ensemble. Je pense que Guy Fortier a fait un gros travail là-dessus. Puis c'était continué après ça par Vincent. Vincent est arrivé, Vincent Grissom, qui arrivait de la Trouvette, puis il s'emmenait à la Trouvette de l'Outaouais. Et rapidement, Vincent a développé cette amitié-là avec Benoît. Une amitié qui était importante pour lui parce qu'on se retrouvait autour de la table. Des chrétiens s'engageaient, des gens comme Nicole Ducave, qui était anciennement à Trouvette. Il y avait des gens plus radicaux comme Gemma,
J'ai Maman Morissette qui était à la coopérative, mais qui avait été anciennement à l'Action Santé Outaouais. Benoît, il a permis de faire l'unité. C'est sûr qu'il y a eu Roger Poirier qui a mobilisé beaucoup les organisations populaires autour de la question du logement, de pas toucher pas à ma rue principale, mais Benoît a été le gars plus de terrain, plus calme, puis avec son humour, avec son écoute, avec l'amour qu'il avait pour les gens, beaucoup d'amour, a toujours été là pour venir nous aider à aller plus loin, puis avoir surtout, comme je disais tantôt, nous aider à dire pour qui on est là aujourd'hui. C'est ça qu'il faut se rappeler. Hein? Et je me souviens dans les marches qu'on faisait, il y a eu beaucoup de marches, j'ai participé à beaucoup de marches, leader dans les marches pour la question du logement social, entre autres, mais aussi pour la question 1er mai, pour la question chômage, avec le mouvement Action Chômage Outaouais. Donc, les gens étaient fiers d'aller à côté de Benoît à un moment donné, marcher avec Benoît, parler avec Benoît. Bien sûr, il a influencé jusqu'aux politiciens. Hein? De Hamad, il a réussi à aller chercher des politiciens importants pour écouter la question du financement, du sous-financement des organisations populaires communautaires que tu parlais tantôt, Frédéric. Il a été beaucoup impliqué là-dedans aussi, il s'est impliqué. Et je me dirais que dernièrement, j'ai vu une action passer. Je suis maintenant à Montréal. Je suis revenu à Montréal depuis 2011. Je suis revenu à Développement et Paix. J'ai vu une action qui était passée en 2013. Je me suis dit, il y a du Benoît là-dedans. C'était une action radicale, mais François Roy du Logement Occupe voulait absolument parler avec le ministre des Affaires municipaux, qui était Sylvain Goudreau du PQ. Il n'y avait pas moyen d'avoir de rencontre. On le boycottait, tout ça. Il s'est mis à faire une grève de faim. Il a fait une grève de faim, je pense que ça a duré plus de 15 jours. Et quand j'ai vu ça passer, je me suis dit, Benoît est là. Benoît est là, il est en train d'influencer François n'aurait jamais pris ce genre d'action-là, mais là, il venait vers une action très pacifique et lui-même pour dire qu'il n'acceptait pas ça et qu'il voulait parler avec ces gens-là. Et il avait forcé l'ordre du jour du début jusqu'à la fin. Il a emmené ces gens-là à faire la rencontre dans un taudis de hall, là où vivaient des familles démunies, pour que ces gens-là se sentent qu'est-ce que ça veut dire être dans un logement insalubre. Donc, j'ai encore vu Benoît Fortin ressortir là, puis je pense que Benoît Fortin va continuer comme ça. Puis je pense que moi, c'est un honneur de parler de lui à soir. J'étais bien content qu'Ariane me parle, puis c'est pour ça que je voulais connaître un peu les détails. Mais je suis sûr qu'il y a plein de monde ici ce soir qui aurait pu parler de Benoît Fortin. Mais je vous remercie. Puis j'ai hâte d'entendre tantôt les discussions, puis participer avec vous. Je suis bien content de connaître une bonne partie du groupe qui est là. Et maintenant, si vous vous rendez compte, j'ai rejoint votre clan. Je suis rendu blanc. Parce que j'ai vu Michel Gaudin. Là, c'est sûr que Denis Plante n'a pas beaucoup de cheveux sur la tête, mais Denis Plante, on l'a connu aussi à l'Action catholique. Il est venu nous donner des bonnes formations à la JOC à l'époque. Donc, je suis content d'être là et j'ai hâte d'écouter les discussions par la suite. Merci. J'espère que j'ai respecté mon temps. Ariane? Merci beaucoup, Normand. Oui, à quelques minutes près. Merci beaucoup. Frédéric, est-ce que je te laisse introduire la suite? Oui. Bien, d'entrée de jeu, je voudrais dire à Normand, tu ne sais pas le magnifique cadeau que tu viens de nous faire, en fait, parce que dans nos conversations qu'on a au comité porteur de ce projet, c'est exactement, je dirais, la tension, la fine lame sur laquelle on est toujours buté. Là. Donc, à la fois, ce que moi j'appelle vraiment être doublement orphelin, c'est-à-dire qu'on ne se reconnaît pas toujours dans notre Église en tant que chrétien engagé, et en même temps, quand on fait le choix de la militance pour la justice sociale, on ne trouve pas toujours notre place. On est toujours rappelé, évidemment, à mettre des parenthèses sur cette foi qui nous propulse. Donc, c'est fascinant vraiment que ça ressorte de manière aussi claire et nette. Donc, je pense que ça met justement magnifiquement bien la table donc sur voilà, pourquoi on est là et ce qu'il reste de nous d'une certaine façon. Donc, c'est-à-dire comment on transmet le flambeau ou comment on transmet justement un legs à la fois spirituel et institutionnel. Bien, on va se permettre de revenir tranquillement vers Montréal et donc vers la Pointe-Saint-Charles. Si vous avez vu le documentaire de Manon Cousin, vous savez sans doute qu'en 1974, les Fils de la Charité ont été chassés de la paroisse Saint-Jean de Pointe-Saint-Charles
Après avoir été un petit peu baveux quand même, a donné un ultimatum à l'archevêque de Montréal de l'époque, Paul Grégoire, c'est-à-dire menacé de démissionner collectivement s'ils ne leur réservaient pas la cure de Pointe-Saint-Charles, où, il est vrai, vraiment, ils étaient de plus en plus prophétiques et fatigants, hein, il faut quand même le dire. Le stunt pour vraiment pacter l'Assemblée à la Caisse populaire, et ça serait qu'il y a une représentation des ouvriers à la Caisse populaire. On sait que ça a été peut-être la goutte qui a fait déborder le vase. Et donc, on sait qu'à partir de ce moment-là, ben, l'évêque a non seulement refusé vraiment, mais qu'il a dispersé les fils, et ce qui a mis fin vraiment à un projet pastoral qui était proprement révolutionnaire. Sauf qu'avant leur départ de la Pointe, les fils ont contribué avec humilité, mais avec quand même engagement, bien entendu, avec d'autres, et je dirais même pour les autres, à une prise en charge, une prise de conscience collective, une conscientisation vraiment, et à la mise en place d'un ensemble d'organismes communautaires autonomes et dynamiques qui, aujourd'hui encore, je l'évoquais d'entrée de jeu, donc résistent à la fois aux assauts d'un État de plus en plus technocratique, hein, qui veut tout centraliser, la réforme Barrette étant peut-être l'illustration la plus récente, et aussi aux forces du capitalisme néolibéral, et qui fait de Pointe-Saint-Charles, aujourd'hui encore, donc un laboratoire d'innovation sociale et de prise en charge du milieu par lui-même. Hein. C'est un peu pour parler de tout cela qu'on a invité Marie-Claude Rose, donc qui, on l'a dit dans l'entrée de jeu, donc coordonnatrice et membre fondatrice de l'épicerie autogérée et sans but lucratif de Pointe-Saint-Charles en contexte d'insécurité alimentaire, faut-il le rappeler. Donc, Marie-Claude, à vous la parole. Wow, merci Frédéric. Quelle belle mise en bouche pour la Pointe. Ben oui, Pointe-Saint-Charles, c'est un petit quartier enclavé entre le Vieux-Montréal et Verdun. Des gens fiers de leur histoire, qui ont un lieu où on entretient la mémoire de nos succès. On se raconte ce qui s'est passé dans les 60 dernières années à Pointe-Saint-Charles. Et on le sait qu'on est de l'histoire récente et régulièrement, il y a des gens, c'est très, très multigénérationnel aussi, la lutte à Pointe-Saint-Charles. Ce qui contribue à un fort sentiment d'appartenance dans notre quartier, une tradition de gouvernance locale qui fait en sorte que quand il y a des choses qui ne font pas notre affaire, on peut se convaincre qu'on est capable de faire les trucs autrement. Donc, parmi ces succès qu'on se raconte régulièrement, ben, il y a la clinique communautaire dont on parlait plus tôt, là, qui était une des pionnières du réseau des CLSC, qui a fêté ses 50 ans l'année passée, le service juridique communautaire, le carrefour d'éducation populaire. Dans les luttes plus récentes, c'est la lutte contre le casino pour éviter que le casino déménage à Pointe-Saint-Charles. Ça fait déjà 15 ans. Plusieurs opérations populaires d'aménagement pour que le territoire de la Pointe, puis là-dessus, quand même, hein, il y a un petit chauvinisme, là, on connaît très, très bien où est-ce qu'on situe sa carte à Pointe-Saint-Charles. Fait qu'il ne faut pas venir marcher sur notre territoire. Plusieurs opérations comme ça pour décider l'architecture du quartier, mais avec les citoyens, ce qui est quand même super émouvant à chaque fois. Et le dernier exercice en liste, c'est celui autour du bassin Peel, où Bronfman Davinco ont leur yeux tournés pour le stade de baseball, mais ça, c'est la lutte à venir. Puis vous pouvez être sûr qu'on va entendre parler de la Pointe, là, parce qu'il y a une mobilisation très, très importante qui se fait autour de ça pour avoir notre mot à dire sur comment on souhaite aménager ces terrains-là. Tout ça pour dire que quand on décide de se réapproprier un bout du territoire à Pointe-Saint-Charles, on est nombreux à y croire parce qu'on en a du succès derrière la cravate, puis une tradition de prendre en charge nos propres services. Il y a déjà bientôt 12 ans, les terrains du CN ont été cédés au groupe MAC. Ça, c'est le quart de Pointe-Saint-Charles en termes de superficie. Et le quartier a proposé 2 piastres pour le terrain. On ne l'a pas eu. Eux autres l'avaient eu pour 1 piastre, hein, ce que j'ai dit. Et là, il y a eu une lutte qui s'est menée pour obtenir un des bâtiments du terrain qui appartenait autrefois au CN. C'est un bâtiment de 90 000 pieds carrés pour lequel on s'est battu pour installer là-dedans
tout ce qui nous apparaissait des services dont on avait besoin, notamment dans le sud de Pointe-Saint-Charles, qui était à l'époque un désert alimentaire, mais aussi un quartier exempt d'à peu près tous les services qu'on peut imaginer, là, exempt de tout sauf d'élan. Donc, on s'est réapproprié un bâtiment industriel patrimonial qu'on a transformé en fabrique d'autonomie collective. Rien de moins. Dans la première partie là, de ce bâtiment, il y a 18 occupants qui se sont installés dans la première phase de développement, donc en 2018. Ça fait 3 ans et demi qu'on occupe le bâtiment 7. Donc, atelier de mécanique auto, mécanique vélo, sérigraphie, école d'art, salle de soins. Il y en a 18, il m'en manque 2-3. Mais bref, tout ce qu'on trouvait comme des services pertinents et des lieux pour se réapproprier nos quotidiens. Et parmi ces services-là qui revenaient régulièrement quand on faisait des consultations dans la foulée des luttes pour obtenir le bâtiment 7, une épicerie, c'est quelque chose qui revenait tout le temps, d'où l'émergence du projet de l'épicerie Le Détour. Donc, Le Détour, au cœur de ce projet-là, c'est l'autogestion d'une épicerie pour se réapproprier notre alimentation et s'offrir des aliments qui sont abordables. C'est une épicerie, comme tu le disais, Frédéric, à but non lucratif, qui est gérée par les résidents de Pointe-Saint-Charles et des gens aux alentours qui souhaitent participer, gérée par les membres donc, et ouvert à tout le monde. Le deal là-dedans, c'est que tout le monde est invité à donner 3 heures de travail aux 4 semaines. Ce que ça permet, c'est de réduire au maximum les frais fixes pour la gestion de cette épicerie-là et se mettre les plus petites marges possibles sur les produits. Donc, l'idée, c'est de se vendre au meilleur prix, tout en, par ailleurs, ayant pleine autonomie financière, là. Donc, ce qu'on souhaite, c'est générer suffisamment d'argent pour payer notre loyer et les imprévus. Puis au cœur du projet, c'est de se mobiliser comme communauté pour se donner un service qui est à notre goût, qui nous ressemble, puis qui répond à un besoin là, qui n'était pas comblé du tout à Pointe-Saint-Charles. Actuellement, on est, bon an, mal an, 250 personnes qui donnent chacun 3 heures par mois. Toutes les opérations sont assurées par les membres et la grande majorité des tâches de gestion, c'est organisé par comité de travail. Donc, il y a une gang qui s'occupe de l'univers informatique, de la mobilisation, de la gestion des bases de données, de l'approvisionnement, des opérations, des finances, de la comptabilité. Tout ça, on gère ça entre nous. Puis il y a une très grande variété de gens autour de ce projet-là, puis ça, c'est un grand plaisir et un grand succès. Donc, des gens de tous les âges. On peut être membre à partir de 10 ans. Il faut voir ça à la caisse, les jeunes de 10 ans qui nous accueillent, c'est toujours bien plaisant. Et on a des gens jusqu'à 85 ans qui sont avec nous dans différentes fonctions du projet. Des gens de différentes origines socio-économiques, différentes professions. Je pense que tous les métiers réunis entre les membres du Détour. La dernière personne en liste est pilote d'avion, mais il y a vraiment tous les métiers, toutes les compétences aussi, si bien qu'en général, on n'a pas à se tourner vers d'autres professionnels quand quelque chose brise dans l'épicerie ou quand il y a une réflexion à mener sur une manière de réajuster le tir, parce que, bien évidemment, on a démarré ça, ce projet-là, sans savoir précisément où on s'en allait. Tu sais, c'est vraiment un espace où on se raconte au fur et à mesure qu'est-ce qui fonctionne moins bien, puis on ajuste le tir. Il n'y avait personne qui avait géré d'épicerie en ouvrant le détour au départ. On rejoint plus ou moins 800 ménages de la Pointe. Là-dessus, il doit en avoir environ 300 qui sont membres. Ça fait, je le disais, 3 ans et demi qu'on est ouvert. Et on a pris la décision récemment de déménager, donc dans 2 fois plus grand là, au sein du bâtiment 7. Mais on va agrandir l'espace parce que ça fonctionne et notre 800 pieds carrés est investi à son maximum, y compris jusqu'au plafond en ce moment. Voilà, peut-être 2 mots sur le service qu'on se donne.
c'est super important pour nous que ce soit un service qui répond à nos besoins comme communauté, c'est-à-dire les différentes, qui soient aux couleurs des différentes populations du quartier. La question de la mixité sociale, de l'abordabilité est super important. En fait, c'est central au projet. Fait qu'on n'est assurément pas une épicerie fine, on n'est pas une épicerie bio, on n'est pas une épicerie sans déchets, bien que tous c'est-à-dire que le biologique, le sans déchets, c'est des valeurs qui nous tiennent à cœur. Mais ce qui compte, c'est d'être des gens qui collaborent à se donner un service. Et c'est parce qu'on est membre qu'on décide ce qu'il y a sur les tablettes. Donc, on ne se choisit pas parce qu'on mange ceci ou cela. On se donne ensemble une épicerie. Il y a de tout ce qu'on souhaite y trouver dans la mesure de la capacité de nos tablettes. Au final, on a des prix très compétitifs sur les fruits et légumes. On est à 40% moins cher en moyenne que les grandes surfaces parce que les marges qu'on y met sont très, très inférieures sur le prix de vente, mais aussi parce qu'on travaille avec beaucoup de soins, qu'il n'y a à peu près pas de perte associée à ce projet-là. On est à 1,5% de perte des aliments. Puis les grandes surfaces, c'est du 7, 8, 10%. Mais on achète avec minutie, on manipule les choses avec minutie. Puis ça, au final, ça fait une différence aussi. On arrive à avoir une offre très locale parce qu'on travaille essentiellement avec des producteurs à proximité. L'hiver, c'est moins évident. L'été, on est à 90% d'une offre locale. Et dans un projet, on est sur la transparence par rapport aux marges et aux charges qu'on paye. Donc, tous les membres et le public est au courant du prix coûtant de la pomme qu'on achète, du prix du loyer, de comment ça fonctionne gérer une épicerie, en fait. Donc, voilà. Fait que je suis pas mal dans mon temps, hein, Ariane. Un projet où on s'invite à être des acteurs de notre propre alimentation. Un projet clairement d'éducation populaire aussi, parce que là, en étant derrière l'arrière-scène d'une épicerie, on comprend, on se pose les questions avec qui on veut travailler, qui sont les producteurs avec qui on travaille, les fournisseurs, comment on emballe nos affaires pour pas devenir une fabrique de plastique. C'est quoi se donner un espace où on va se sentir tout le monde chez soi, peu importe notre origine, peu importe notre revenu, notre niveau d'éducation, toute la question de la solidarité entre nos compétences, nos forces, nos rythmes. C'est un territoire super fertile et stimulant, là, le plancher d'une épicerie pour apprendre comme communauté à vivre entre nous, à recréer des liens, apprendre à connaître nos voisins. C'est un lieu où les gens rentrent dans l'épicerie et crient bonjour, puis il y a 6 personnes qui répondent. Quand ça sort, les gens se saluent, on recrée vraiment le sentiment d'un village là-dedans. On est bien content du chemin parcouru jusqu'à maintenant. Donc voilà en quelques mots pour le détour. Merci beaucoup, Marie-Claude. Très intéressant. Alors, on serait prêt à recevoir quelques questions que vous pouvez envoyer si vous souhaitez en message direct à questions pour les panélistes. Frédéric nous a parlé d'abord des prêtres ouvriers, des endroits où c'est inséré, de leur manière de contribuer aux luttes sociales. Normand nous a parlé de son contact direct et de l'impact qu'ont eu et qu'on le sait par la suite personnes comme Benoît Fortin en Outaouais et ailleurs. Et Marie-Claude nous a parlé de un des témoins, une des expériences qui montre où en est Pointe-Saint-Charles, un des lieux où certains de ces prêtres-là se sont investis dans la prise en charge populaire des besoins et du développement du quartier. J'ai quelques questions qui sont... je vais d'abord, en fait, je vais les distribuer parce que j'ai 3 questions qu'on pourrait distribuer à chacun des panélistes. Une peut-être qui est arrivée pendant la présentation de Frédéric. Si on est pour la justice sociale, pourquoi doit-on se définir chrétien social?
Euh, Ben, en fait, on peut prendre, on peut prendre la question soit par en haut ou par en bas. Moi, je pense que le christianisme, dans son essence même, est un monothéisme éthique, c'est-à-dire que vraiment notre relation avec les autres et notre relation avec Dieu, finalement, sont au diapason. C'est-à-dire que vraiment, plus on est en bonne relation avec nos frères et sœurs en humanité, plus finalement on accomplit la volonté divine. Donc, à mon sens, vraiment, l'un mène automatiquement à l'autre. Mais on peut aussi prendre la question à l'inverse, c'est-à-dire que quand on est engagé dans des luttes pour la solidarité, on est amené à se poser un certain nombre de questions sur la fameuse théodicée, sur l'origine du mal, tout ça, et donc la cause des injustices. On est assigné vraiment à trouver un sens vraiment à ces injustices-là. Et vraiment, on va trouver un surplus de sens à son engagement. Et il y a toujours cet aller-retour. Hein, cet aller-retour, on le sait, la lutte, c'est drainant, la lutte, c'est épuisant. Et vraiment, l'injustice perpétuelle finit par nous rendre carrément fous. Donc, on se réalimente perpétuellement à la source de ce qui donne un sens à notre engagement et vice-versa. Donc, on en revient justement renouvelé de ce sens-là. Donc, on assigne vraiment beaucoup plus de sens à l'action militaire dans laquelle on est engagé. Donc, cette espèce d'aller-retour. Évidemment, on peut être heureux sans Dieu finalement et mener avec un autre horizon de sens, et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux ainsi. Mais vraiment, il y a quelque chose comme un petit plus, une espèce de supplément d'âme qui fait que vraiment, pour moi, il y a cette espèce d'aller-retour perpétuel. Avec, par ailleurs, le paradoxe que soulevait Normand, donc où on est vraiment perpétuellement étranger où qu'on se trouve. Donc, on ne trouve pas nécessairement toujours une maison très accueillante dans nos institutions religieuses, et à l'inverse, ben, on ne trouve pas toujours des camarades de lutte qui sont disposés donc à entendre ce qui nous fait vibrer, ce qui nous met en route. Donc, cette espèce d'aller-retour-là, donc pour moi, c'est mutuellement solidaire. Merci Frédéric. En tant que coordonnatrice du projet Christianisme social, j'aimerais ajouter une chose. Personne ici n'a jamais dit qu'on doit se présenter chrétien social. Au projet, on fait très attention à ne pas utiliser ce terme-là. C'est pas une identité, là, être chrétien social. Et c'est défendu de nulle part dans aucune des activités qu'on fait qu'il y aura une sorte d'obligation de se définir comme tel. Seconde question pour Normand Comte. Comment est-ce que tu vois l'héritage du voir, juger, agir dans ta trajectoire? En fait, moi, je dirais que je suis un converti adulte, en fait, on va se le dire. Moi, je viens d'une famille qui n'était pas du tout pratiquante, qui avait vraiment... On va donner la parole à Normand. Hein? Ah, OK. Ah, excuse-moi. La question est à Normand. Ah, OK. Bon, ben. Je pensais que tu aurais des choses intéressantes à dire. Je te cède la parole, je sais pas, cher Normand. En fait, le voir juger continue à me suivre aujourd'hui parce que je travaille à Développement et Paix et plusieurs directeurs, directrices, des gens qui sont passés à Développement et Paix venaient justement de ce milieu-là, chrétiens engagés. Et on continue à l'utiliser. Et personnellement, je l'utilise beaucoup dans mon travail avec les partenaires parce que je rencontre beaucoup de partenaires au Sud qui ont eux aussi, à leur façon, été en contact avec un prêtre ou une religieuse engagée. Je pense aux Sœurs de l'Assomption du côté d'Haïti. Je pense les Fils de la Charité du côté de Chili, quand j'étais au Chili. Le roi juger agir continue, est présent. Des fois, on va essayer de l'appeler, de le nommer autrement. Certains vont arriver avec des pratiques, mais finalement, ça me plaît toujours de leur dire, en fait, ce que tu es en train de faire, c'est un processus de voir juger agir. Mais il y a des gens qui ont nommé clairement, tantôt je voyais Raymond en parlait clairement du voir juger agir. Il ne s'est jamais empêché de parler de ça. Quand je parle de Raymond, je parle de Raymond Levac, qui était le directeur longtemps pour le service d'éducation. Mais je vois Claire aussi, Claire Doran, qui est parmi nous, qui connaissait bien ce processus. Donc, c'est encore là, et je pense que c'est encore là pour rester. Ça ne partira jamais, parce que c'est à la base aussi de groupes que j'ai rencontrés, des jeunes du côté du Pérou qui ont été influencés par ce processus-là, mais qui venaient de prêtres très, très engagés dans la théologie de libération. Donc, c'est là pour rester. Et je vis très bien avec ça.
C'est tellement là pour rester, mon cher, qu'on peut le dire, c'est le moment. Clément Vigneault est là en ce moment, donc on prépare un parcours de catéchèse aux dimensions sociales de la foi chrétienne, et je peux vous dire que le voir juger agir est vraiment l'épine dorsale de ce parcours-là, donc ça n'a pas perdu de sa pertinence. Merci, Normand. Troisième question, plus pour Marie-Claude, et elle est un peu large. Est-ce que les panélistes, mais je vais la diriger un peu plus à Marie-Claude, peuvent revenir sur les luttes populaires actuelles, notamment des questions de racisme, d'exclusion, des défis des organismes communautaires à étendre les feux, du manque de financement, du logement, des coupures que la CAQ a fait, par exemple, sur le logement. En bref, des transformations du milieu à Pointe-Saint-Charles aujourd'hui par rapport à l'époque des Fils de la Charité. On t'en demande beaucoup, mais ouais, je sais que tu es assez investi partout pour nous faire une réponse. Ben, une des luttes assurément qui nous occupe énormément, c'est celle de la question de la gentrification et comment on s'assure que Pointe-Saint-Charles, un quartier de tout temps ouvrier, peut encore être habité par des gens qui sont de revenus modestes. Il y a le prix de l'habitation à Pointe-Saint-Charles est galopant, c'est épeurant. Donc, c'est comment on arrive à se donner des espaces où les gens peuvent continuer de vivre à la pointe, se nourrir à la pointe, fabriquer leurs meubles, bricoler leur vélo. C'est un peu c'est la mission en fait au bâtiment 7. Mais il est clair qu'on se sent petit dans nos culottes par bout là, parce que c'est une des luttes qu'on porte très très fortement depuis 20 ans, mais sur laquelle on sent qu'il est difficile d'avoir de la prise. C'est clair que c'est très difficile. Puis on est dans des games qui sont municipales, provinciales, nationales. Donc, comment, à travers des lieux comme le bâtiment 7, l'épicerie Le Détour, on s'assure que les gens continuent d'être chez eux et ne sont pas désappropriés de leur milieu de vie. C'est quelque chose qui nous habite énormément, mais à ce point-ci, la réponse pour nous, c'est le lien social, c'est de ne pas en échapper une quand c'est le temps de se battre contre la construction d'un nouveau condo sur tel terrain. Puis c'est vraiment un pied carré à la fois, là. Merci. Il y avait une dimension de la question qui était sur le racisme et l'exclusion aussi. Et si tu as un mot à rajouter là-dessus, ou peut-être Normand aussi, quelle place ça a dans les projets de prise en charge sur le terrain? Ben, naïvement, des fois, je me suis rendu compte à quel point je peux être une sociologue mal chaussée. Je m'étais dit, l'alimentation, c'est un lieu où on va nécessairement tout le monde se rejoindre pour se rendre compte que selon nos habitudes, la taille de notre famille, notre revenu, notre façon de manger, notre culture, bien entendu, est très variable. Puis le panier moyen que chacun veut pouvoir trouver au détour est assez différencié. Mais c'est par ailleurs l'occasion de beaux échanges et de partir de cette base-là, comment on s'assure que tout le monde peut trouver ce qu'il veut sur ces tablettes-là. Ben, là, c'est un beau levier pour arriver à se parler. C'est pas du tout facile. La question de la mixité, c'est des lieux où il y a une vraie mixité, ils sont extrêmement rares. Donc, on ne prétend pas avoir la recette, mais ça nous habite énormément. Puis, on est à la recherche de toutes sortes de micro-initiatives pour voir qu'est-ce qui nous permettrait de se retrouver puis de tout le monde prendre pleine prise sur ce projet-là. Donc, récemment, avec Ariane, c'est la discussion comment la communauté bengale pourrait trouver une offre qui est intéressante au détour. On n'a peut-être pas les bonnes aubergines, on n'a peut-être pas les bons concombres. En tout cas, la nature de l'offre des légumes, on peut travailler là-dessus pour que les gens disent, ah ben, OK, ici, il y a ce que je trouve. Donc, il y a des leviers intéressants à travers cette alimentation oui, c'est ça, pour créer un dialogue entre les communautés.
Mais c'est à faire, c'est à tisser, c'est loin d'aller de soi. Mais c'est fascinant. Ouais. Si tu me permets, Ariane, je parlerai plus de mon expérience de développement épais parce que c'est une question récente. Je pense que cette question d'inclusion-là, de racisme, etc., je pense qu'on doit le vivre plus à partir de où on est deux pieds. Faut pas l'apporter sur une place publique sans, je dirais, vivre ou être en lien avec cette réalité-là. Je pense qu'à développement épais, puis ça fait déjà, on parle là plus de 18 ans, où on a commencé à travailler avec cette prise de conscience-là, qu'il y avait une diversité culturelle assez importante de plus en plus au Québec. Et on a mis beaucoup de mécanismes pour essayer de travailler à rejoindre ces gens-là, à les intégrer. Bien sûr, quand on est en solidarité internationale, il y a quelque chose de plus facile parce que on peut parler certainement de réalité des pays d'où ces gens-là viennent, mais en même temps, il y a quelque chose de très difficile par la pratique. Quand on met des gens de différentes... je prends par exemple à Montréal, les gens qui ont plus de milieux, une diversité culturelle différente vont être beaucoup plus pratiquants que certains membres qu'on va avoir à Développement Impact qui vont se dire aussi pratiquants, mais à deux niveaux. Mais les membres de Développement Impact ont travaillé à diversifier, à travailler à cette inclusion-là. Je pense que il y a un travail important à faire de ce côté-là. Moi, je pense toujours à partir qu'on est deux pieds. Moi, quand j'étais dans la rue pour dénoncer l'exploitation des jeunes, puis que je marchais à côté de Rage, qui était quand même plus radical, j'y allais parce que je dénonçais les réalités que je vivais, puis que les réalités des gens qui étaient autour de moi vivaient. Puis je pense que c'est important que les luttes qu'on mène, qu'on les mène à partir de notre réalité, mais aussi des réalités en solidarité avec les gens avec qui on vit, avec qui on partage des projets communs. Et je pense que le développement épais, c'est comme ça, on l'a vécu, puis continue à le vivre. Et qu'on continue aussi à essayer de favoriser l'échange entre les expériences au sud et les expériences au nord. Je pense qu'on a toujours travaillé beaucoup avec la question du racisme et de l'exclusion des personnes autochtones. On travaille beaucoup dans les projets encore aujourd'hui en Équateur. Aujourd'hui, je parlais de la Bolivie parce qu'on a parlé de nouveaux projets. Le Pérou, c'est important de travailler puis d'apporter ces expériences-là ici pour partager aussi ensuite. Je pense que, en tout cas, c'est ce que j'ai à dire. Tu me permets Merci, Normand. d'acheter un petit arrière-plan historique. Quand j'avais étudié les FIS pour préparer le dossier que vous avez entre les mains, en tout cas, façon de parler, la lecture de mon corpus me donnait à voir les FIS comme bien davantage engagés avec une classe ouvrière majoritairement blanche, parce que c'est ce que me laissait voir mon corpus. Et là, j'ai eu une conversation à un moment donné sur Facebook avec Manon Cousin, la cinéaste, puis dit, oh, attention, attention. Puis quand tu lis aussi les carnets spirituels, notamment de Guy Cousin, les agences de placement à l'époque, c'était, il faut lire là, ses propos à l'époque, c'est la prostituée de Babylone. Il n'y a pas un terme qu'ils n'utilisent pas vraiment pour mettre en évidence vraiment le travail donc, des personnes immigrantes. Donc, dès les années 70, en fait, cette question-là des agences de placement était au cœur de leur critique sociale et qui étaient essentiellement donc les travailleuses et travailleurs d'agence, c'était des personnes immigrantes. Donc, ça ressortait très, très, très fortement. Donc, dès cette époque-là, on voit, puis c'était doublement prophétique, je dirais, parce qu'au moment où on avait cette conversation-là très informelle, c'était au moment où on voyait bien le racisme systémique dans les CHSLD, ces travailleuses d'agence qui étaient assez souvent donc des femmes racisées demandeuses d'asile, vraiment qui mettaient leur vie en danger. Donc, il y avait quelque chose de doublement prophétique dans tout ça. Donc, on voit très bien que dès ces années-là, cette jonction, c'était l'intersectionnalité avant la lettre, finalement, donc entre le genre, la classe et donc l'origine ethnique se posait déjà dans la critique des FIS. Merci, Frédéric. Une autre question, puis peut-être que Marie-Claude et Frédéric auront des éléments de réponse. Dans l'histoire du bâtiment 7 auquel est lié le détour, l'épicerie collective Le Détour, quelle est la part de l'apport de la mouvance sociale chrétienne?
Est-ce qu'on peut comparer les combats et les défis des 10 dernières années à ceux des années 70 ou 80? Je ne sais pas, Frédéric, si tu as envie de tenter ta chance. Moi, je suis résidente de la Pointe depuis 20 ans et on me raconte l'histoire depuis que j'y suis. Mais de là à dire que je la maîtrise, c'est clair que les luttes menées à la Pointe sous l'impulsion des fils et de d'autres depuis les années 60, ça, ça contribue à notre imaginaire collectif. Ça, c'est clair que quand il est le temps de se demander est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on peut avoir du pouvoir sur telle partie de nos existences, euh, il y a une force collective à Pointe-Saint-Charles sur la base du fait qu'on a pu, à d'autres époques, se donner notre propre clinique de santé communautaire, se donner notre propre groupement citoyen, nos services juridiques. Donc, après, on se dit pourquoi pas nos propres terrains puis nos propres services. Donc, mais peut-être, Frédéric, tu as une réponse plus précise. Ben, je pourrais donner un exemple. Si on débraque notre regard sur le monde catholique, puis on se penche du côté de l'Église unie, donc il y a une tradition, hein, j'en parlais avec le mari de ma patronne, David, en fait, qui me racontait donc la maison Saint-Columba, Saint Columbus House, qui était d'ailleurs, qui faisait un travail très analogue à celui des fils à la même époque, donc très engagé dans les luttes ouvrières et dans les luttes communautaires. Et je lisais le petit média indépendant de Rover, ceux qui connaissent, sur les luttes de logement, par exemple, on lisait encore quelqu'un de la maison Sainte-Columba qui était très engagé justement dans les luttes pour le logement social. Donc, on voit quand même qu'il y a des permanences. Je ne connais pas assez bien le travail de pastoral social du côté catholique, mais donc on voit quand même que cette tradition-là, donc d'être avec, d'être par, pour et avec, continue d'exister tant du côté francophone qu'anglophone, tant que du côté catholique que protestant et aussi d'autres communautés religieuses aussi. Donc, mais évidemment, la nature a changé. Je pense que bon, il y a la fragmentation aussi engendrée par le néolibéralisme aussi, donc qui joue quand même. Bon, la frontière linguistique existe toujours à la pointe quand même s'il y a des moments de convergence des luttes aussi, mais oui. Donc, Merci Frédéric. Et j'ai 3 questions qui s'adressent à toi, Frédéric. Alors, je vais te les donner à la volée. T'es prêt? D'abord, une question. Pourquoi est-ce que l'Église hiérarchique a-t-elle tant de difficultés avec l'engagement social? Deuxième question. Est-ce qu'il n'y a pas de la place pour créer des partenariats avec les autres dénominations religieuses? Et troisième question. Est-ce que le lien avec le Chili et le travail des Oblats missionnaires du Québec au Chili au commencement des années 70 a encouragé les prêtres ouvriers au Québec? On va les prendre dans l'ordre. Ben, en fait, là, je vais sonner comme mon professeur Louis Rousseau qui est dans la salle ce soir. Hein, c'est le jeu de l'instituant et de l'institué. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des mouvements de réforme et de radicalité évangélique dans l'histoire de l'Église. On a parlé des capucins d'entrée de jeu. Donc, le franciscanisme est une incarnation par excellence, vraiment, donc une insatisfaction face à l'état du monde et face à l'état de leur propre Église et qui veulent aller plus loin, de manière plus radicale. Donc, tous ces mouvements-là finissent par émerger, mais tôt ou tard, pour que ce ne soit pas qu'un feu de paille, une espèce de passage du moment, ça finit par s'institutionnaliser et tôt ou tard, tout ça finit par s'encrouter. Donc, il y a à la fois ça, mais il y a aussi, on le sait, donc dans le cas de François d'Assise, hein, ça l'a pris quand même, ça faisait peur finalement. Donc, tôt ou tard, vraiment, il y a un processus d'institutionnalisation. On le voit, on a tendance à dire, nous, les cathos de gauche et les chrétiens de gauche, finalement, que l'Église finit par manger ses meilleurs enfants, finalement. C'est-à-dire que ce qui vraiment serait la force vive, finalement, est écarté parce que ça demanderait, bien entendu, un saut dans le vide, là, un saut quantique, là, qui serait salutaire, bien entendu. Donc, une espèce de perpétuation du statu quo. Deuxième question, Sur les partenariats avec d'autres dénominations religieuses?
Oui, bien ça, je pense que c'est une tradition vivace. Hein. Je pense que l'une des plus belles choses vraiment du Concile Vatican II, évidemment, c'est à la fois le mouvement œcuménique et le dialogue interreligieux qui fait en sorte qu'aujourd'hui, bon, le ROGEP qui ne va pas si bien que ça, mais qui est une incarnation quand même par excellence de comment les convergences vraiment entre protestants de diverses dénominations et catholiques de diverses dénominations d'une certaine façon. L'Église est plurielle depuis toujours. Et même, j'ajouterais donc, avec des personnes d'autres traditions religieuses, donc ça existe. Il y a des petits exemples là, aussi là, de collaboration très, par exemple, le collectif pour l'unité, je pense que c'est dans Verdun, si je ne m'abuse, où c'est donc juifs, musulmans et catholiques qui partagent un même lieu de culte et qui vraiment, des espèces un sentiment de communauté, voilà. Le Chili, oui, le Chili. Ben, c'est drôle parce qu'au moment où on se rencontre ce soir, nos amis d'Alternative organisent un webinaire au même moment sur le virage à l'extrême droite du Chili. Et vraiment, ça, c'est un moment fondateur. Hein. Je dirais que c'est un moment fondateur et de la gauche au Québec, le coup d'État de Pinochet, et en même temps aussi de la mouvance sociale chrétienne. Il y a quelque chose là vraiment comme, bon, les politisés chrétiens, pour ne pas les nommer, c'est vraiment un fruit de tout ça. Donc, tout ce qui est vraiment de la solidarité syndicale aussi. Donc, effectivement, il y a ces allers-retours. Hein, il y a ces allers-retours entre le Chili et le Québec. Donc, la mouvance sociale chrétienne, on peut vraiment dire qu'elle se radicalise vraiment à travers l'expérience en différé donc, de ce qui se produit au Chili. Et très durablement, ça va vraiment façonner. Là, je pense à la trajectoire de mon collègue Jean-Claude Ravet, par exemple. Il y en a combien comme ça, vraiment, ces allers-retours perpétuels entre le Chili et le Québec le même aller-retour que je racontais d'entrée de jeu, là, entre le monothéisme éthique et l'engagement. Il y a cette espèce d'aller-retour entre le Québec et le Chili qui est très, très fort. Là. Puis effectivement, Guy Boulanger, qui est l'un des nombreux exemples de tout ça. Je ne sais pas si Yves Carrier est ici ce soir, qui pourra en parler avec davantage d'autorité que moi-même. Merci. Pour le moment, c'est les questions qu'on a. Il y a quelques commentaires très intéressants qui ont été ajoutés dans le chat. Je vous invite à les lire. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, des choses à rajouter. Si c'est des questions, envoyez-les plutôt à questions pour les panélistes. Ça nous permet de nous organiser. Il y a une question qui revient un peu à celle que j'ai déjà posée, mais je vais la lire pour que la formulation ressorte. Mais pourquoi la mouvance d'un christianisme enraciné dans cette option pour les pauvres et les exclus se retrouve-t-il toujours en confrontation avec une attitude et un discours dissonant de l'Église institution, qui est en contradiction avec nos luttes et notre regard sur la réalité? Par exemple, les évêques du Canada et les partenaires en lien avec les positions concernant l'avortement ou la misogynie institutionnelle de l'Église catholique. Je ne sais pas si tu veux, t'en as déjà dit un mot, mais Frédéric, si tu veux commenter. La question. Ben, c'est clair que, bon, on sent bien quand même que donc l'essoufflement, pour ne pas dire les reins qui ont été brisés à la théologie de la libération, ça c'est clair que ça a été extrêmement, extrêmement dommageable. Là. En même temps, il y a des petites fenêtres qui se sont réouvertes quand même avec l'actuel pontificat, mais en même temps, tout est à reconstruire. Donc, c'est des décennies quand même de radicalité évangélique qui ont été quand même tout simplement. Et par ailleurs, ce qui est encore plus dommageable, c'est les désertions que ça a provoqué. Donc, c'est des gens quand même qui aimaient à la fois leur engagement, qui étaient profondément engagés et dans leur foi et dans les luttes sociales et qui finalement ont choisi la seconde au détriment de la première. Donc, c'est un petit peu ça. C'est une apostasie sur la pointe des pieds d'une certaine manière. Donc, et ça, c'est immensément, immensément dramatique. Donc,
le pape François quand même souffle un certain prophétisme tout en étant menotté, évidemment, mais là, tout est à reconstruire d'une certaine façon. Donc, on a des décennies et des décennies quand même d'héritage de Jean-Paul II qui est toujours présent. Donc, dans la conjoncture actuelle, c'est loin d'être simple. C'est d'autant plus complexe quand même que, donc, on change aussi de paradigme. Donc, les jeunes chrétiens engagés, ils sont là, on le sait. Les jeunes croyants engagés, ils sont là, on le sait, mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas, ils ne se connaissent que trop peu entre eux. Donc, c'est un peu vraiment la véritable question. Donc, je l'ai mentionné, ils sont doublement orphelins. Donc, gardent pour eux cette dimension constitutive qui est leur foi en même temps, mais ne trouvent pas nécessairement l'espace aussi pour se la dire à eux-mêmes et se la dire entre eux. Donc, tout le drame est là. Donc, c'est l'un des éléments, tu le sais, Ariane, hein, l'un des éléments les plus fascinants de tout ça, c'est que des gens qui se rencontraient, qui se croisaient dans plein de contextes militants. Ariane les invite pour parler du lien entre la foi et leur engagement et se rendent compte finalement qu'ils ne savaient pas les uns les autres qu'ils étaient croyants. Ils savaient qu'ils étaient tous militants. Donc, cette espèce de tension, cette espèce de paradoxe avec lequel on compose et dans ce projet et dans... Donc, je pense que cette mémoire-là permet justement de faire cette jonction entre les deux dimensions qui se nourrissent l'une et l'autre plutôt que s'opposer. Merci Frédéric. Il nous reste un petit peu de temps. Et quelques personnes ont témoigné dans les commentaires de leur expérience de travail avec Benoît Fortin, avec les Fils de la Charité dans Pointe-Saint-Charles. Si jamais certains voulaient en 2-3 minutes faire un témoignage, on serait ouvert à ça. Sinon, on peut continuer la soirée dans une conversation. Ariane, tu as 2 personnes qui ont demandé la parole. Merci, Elisabeth. Paul Yvon-Blanchette, voulez-vous dire un petit mot? Vous allez devoir ouvrir votre micro à partir du bouton qui est en... Voilà. C'est bon. Merci. D'abord, merci de donner la parole. J'ai écrit dans le chat quelques petits commentaires sur la présence de Benoît Fortin et les Capucins dans le quartier Saint-Jean-Baptiste à la fin des années 60, dans les années 70, en gros. Leur expérience a duré un peu plus longtemps que celle des Fils, possiblement. Bon. Et les Capucins évidemment, il y a l'hôtellerie, mais toute la présence en quartier qui est mentionnée. Suite à eux, on est quand même un groupe de 6 chrétiens qui les avons connus et on écrit aussi notre histoire. Et suite à votre visite à Québec, je crois à l'automne 2019, on fait le ramassis de ce qu'on a vécu et ce qu'on vit encore. Les Fils, peut-être que leur histoire a duré 6, 7 ou 8 ans. Les Capucins, peut-être ça a duré 10 ans. Mais la nôtre arrive presque à 50 ans. Hein? C'est quand même incroyable. Hein? Puis, on va vous l'envoyer quand ça va être complété. Et c'est une histoire de quelques mois. C'est certain que ça sort en 2022. Et là, il y a vraiment tout là-dedans. Hein, je vois notre ami Frédéric, hein, comment il acquiesce tout le temps à tout ce qui est bien dit, bien écrit, hein, et il manifeste l'émotion. Mais vous allez tout trouver ça. Il y a des histoires de couple, des histoires de prêtres, hein, des gens qui sont veufs et puis impliqués là, dans 25 000 organismes, là, mais avec et des ressources qui existent encore. Nous avons beaucoup apprécié le commentaire là, de Madame, en tout cas, Boswell, je l'oublie, en tout cas, Clinique de Pointe-Saint-Charles, là, vraiment, l'épicerie, là, je suis en amour avec ce projet. Et félicitations puis merci. Merci beaucoup et tenez-nous au courant. C'est une initiative très intéressante d'écrire cette histoire-là. Guy Fortier. On vous laisse la parole. Oui, brièvement, je voulais juste dire que moi, je suis un des chanceux qui a travaillé un bon bout de temps, qui a connu aussi le CPMO, le Centre de pastoral en milieu ouvrier.
qui a fêté ses 50 ans en 2020. Alors, mais c'est pour dire aussi que c'est une école que ce qui me frappe de Benoît et de toutes ces personnes qui ont été prêtres ou religieux ou religieuses ouvrières, puis je me rappelle de nos rencontres des PROC, le réseau des prêtres religieux et religieuses ouvrières du Québec, quand on se réunissait, j'ai eu l'occasion de les croiser là parce que je faisais une expérience, moi, en usine, jeune religieux. Et c'est vraiment eux autres qui m'ont permis d'apprendre à lire, à partir et d'apprendre avec les personnes du milieu et avec qui on travaillait. Et je pense que c'est ce qui nous laisse un gros comme héritage, c'est qu'ils n'ont pas été prêchés un christianisme, ils ont été apprendre avec les gens à être chrétiens dans l'action. Et c'est ce qui me fascine parce que c'est quand on va. Puis je pense que c'est beaucoup des racines là, des mouvements d'action catholique, de voir, juger, agir. Et cette école qui était le centre de pastoral en milieu ouvrier, qui a tenu des colloques sur l'Église populaire pour marquer la différence d'une Église qui venait d'en haut, mais une Église qu'on se donnait et qu'on se bâtissait à partir de nos luttes puis de nos actions. Alors moi, je pense que c'est ce que je retiens de ces personnages-là. Puis quand je regarde les fruits, que ce soit à Pointe-Saint-Charles, c'est pas pour rien qu'on parle de ce coin de Montréal comme étant le dernier village gaulois qui résiste à plein de tentatives, mais qui crée puis qui génère plein de choses. Alors, il y a des racines qui viennent de loin. Moi, je me rappelle d'avoir visité un groupe à Pointe-Saint-Charles qui faisait des cuisines collectives, puis c'était déjà les brides d'une épicerie parce qu'on se rendait compte qu'il n'y avait pas d'épicerie à Pointe-Saint-Charles. Les gens devaient faire leurs emplettes dans les dépanneurs. Alors, c'était cette prise de conscience-là, puis cette réflexion-là qui tout d'un coup permet de voir que, ben oui, cette réflexion-là est capable d'aboutir. Donc, il y a des racines de loin. Et moi, c'est cette volonté d'être avec pour apprendre et relire ce qui jaillit d'en dedans, qu'on peut appeler une foi, mais ce qui jaillit d'en dedans, que moi je vois, puis que je vois très bien dans d'autres personnes, mais qui ne l'appellent pas une foi, mais c'est la même chose. Alors ça, c'est fascinant. Donc, tu n'as pas une foi laïque, puis une foi pas laïque, tu as une foi dans l'action. Et le voir, juger, agir, et le chemin, Paulo Freire parle de action, réflexion, action, réflexion. Alors, dans son processus de conscientisation d'éducation populaire autonome, c'est la pratique du voir, juger, agir ici au Québec que plusieurs personnes, travailleurs, travailleuses, militants, militantes ont appris sur le terrain. Je pense à Normand quand tu dis, là, la JOC a été une école d'intégrer ça, puis le contact avec d'autres jeunes, puis des aumôniers, aumônières qui se mettaient à l'école puis qui se donnaient de la formation pour être collés à ça. Donc, moi, je pense que c'est de vraiment se tourner les pieds puis d'aller là où sont les enjeux et d'apprendre avec, se laisser questionner, même dans nos concepts de ce qu'on appelle de foi, nous, pour trouver les nouveaux mots communs qu'on dit avec d'autres, mais qui est peut-être autrement. Alors, mais c'est fascinant de voir comment est-ce que ces gens-là nous ont montré un chemin, puis ils nous ont aidés à prendre le chemin. Ils ne l'ont pas montré, ils étaient dedans avec d'autres, ils nous ont invités à embarquer dans ce chemin-là, puis on se rend compte que c'est ce qui nous permet d'être vivants comme croyants. Pardon, merci Guy. Il nous reste quelques petites minutes. Monsieur Julien et Monsieur Lebel, je vais vous laisser la parole. Essayez de faire ça en 2 minutes, s'il vous plaît. Allez-y, Monsieur Julien. Vous allez devoir ouvrir votre micro d'abord. Voilà. Et voilà, peut-être. Ah. Très bien, OK, vous m'entendez? Oui. Bon, défectuosité temporaire. N'ajustez pas votre appareil. Je
j'aimerais tout simplement vous dire ce que j'ai dit dans l'atelier 12, où tout dit à 7 heures et quelques minutes. Ben, on m'a envoyé dans l'atelier 12 avec 2 ou 3 autres personnes à 7 heures et quelques minutes. Hein? Vous ne connaissiez pas le numéro des ateliers, c'est ça? Bon, alors, voici ce que j'ai dit à ces personnes-là. D'abord, c'est que je connaissais le Centre Justice et Foi depuis une quarantaine d'années. Je l'ai fréquenté durant la décennie 80 et j'y ai pris la parole plus souvent qu'à mon tour. Voici ce que je leur disais surtout, c'est ceci. J'ai eu le bonheur d'avoir un excellent professeur religieux qui nous répétait souvent, avant d'être un religieux, je suis un chrétien. Et avant d'être un chrétien, je suis un humain. Quand dans la décennie 60, j'ai rencontré, j'ai croisé, j'ai entendu Don Albert Camara, qui est venu donner une conférence à Montréal, je n'ai pas pu faire autrement après sa conférence que d'aller lui sauter dans les bras. Et c'est le seul humain, c'est le seul être humain sur Terre, j'ai 81 ans, c'est le seul être humain sur Terre à qui j'ai donné une accolade fraternelle. Parce que je reconnaissais en lui non pas un chrétien, non pas un évêque, mais un humain, un véritable humain. J'ai été croyant durant les 20 premières années de ma vie. Je suis athée depuis au moins 60 ans. Mais ça ne m'empêche pas de pouvoir parler aux chrétiens, parce que ce sont d'abord et avant tout des humains. Je ne crois pas, moi, dans des valeurs religieuses. Ça n'existe pas. Ce qu'il y a de bon dans les religions, ce qu'il y a de bon dans les valeurs dites religieuses, c'est ce qu'il y a de bon en l'humain. Il n'y a personne qui va réussir à me convaincre du contraire. Tout ce qu'il y a de bon dans les religions, tout ce qu'il y a de bon chez les chrétiens, chez les musulmans, chez les juifs, c'est les valeurs qui peuvent être bonnes dans toutes ces religions, c'est tout simplement des valeurs profondément humaines. Un point, c'est tout. Alors moi, je me définis comme étant d'abord et avant tout un humain. Tout comme Don Albert Camara, si vous lisez son credo, hein, il faut lire le credo de Don Albert Camara. C'est un être humain qui, comme moi, croit d'abord et avant tout en l'humain. Voilà. Merci, M. Julien. Oui. Marcel, M. Lebel, vous Oui. allez avoir On disait tantôt que l'histoire des fils a duré 8 ans, mais peut-être qu'elle va durer plus longtemps parce qu'aujourd'hui, on a une rencontre dans la petite patrie, une rencontre de secteur où on a accueilli 2 nouveaux fils de la charité qui sont arrivés récemment et qui vont prendre en charge 2 paroisses et avec lesquelles j'aurai à travailler parce que je suis dans ce secteur-là. Et donc, juste pour vous dire que ça arrive autrement. Je pense qu'aujourd'hui, juste, je vais être rapide, là. Je pense qu'il est nouveau depuis 20 ans et peut-être ça a été initié par les fils dans le temps à Pointe-Saint-Charles, c'est dans tous les quartiers, presque à Montréal, il y a des tables de concertation. La concertation, c'est un phénomène que, ben, moi, je suis assez vieux pour savoir comment ça se passait avant. C'est quand même un phénomène nouveau où les groupes se solidarisent et permettent d'avoir des actions sociales pour défendre des causes en se mettant ensemble. Le bulletin du quartier, ça s'appelle le concerté. Donc, la concertation, je pense que les fils avaient commencé ça à Pointe-Saint-Charles, mais ça a peut-être, je ne sais pas si une cause a été faite directement, parce que de toute façon, aujourd'hui, je pense que c'est nouveau quand même, la concertation dans les quartiers de Montréal. Voilà. Merci. Alors, avant de terminer, j'aimerais vous inviter, vous faire une prochaine invitation le 27 janvier. Notre secteur Vivre Ensemble organise un webinaire. Ça va être passionnant. On a un invité, philosophe à l'Université Columbia, l'autre anthropologue à l'Université de Melbourne. Donc, suivez notre infolettre, allez voir notre site web. C'est une autre rencontre en ligne auquel vous aurez accès de toutes les régions d'où vous venez. Et je termine en remerciant énormément
mon collègue Frédéric, Marie-Claude Rose, Normand Comte. Merci d'avoir été avec nous et de contribuer au récit qu'on a besoin de se raconter ensemble de temps à autre, juste pour entretenir la flamme. Merci à tout le monde d'avoir été au rendez-vous. On espère vous revoir et vous présenter une mémoire du christianisme social au Québec qui va continuer à s'enrichir. Et je termine là-dessus.